Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum. Il s'était pourtant engagé à respecter les résultats des élections et à garantir la paix et la sécurité dans le pays, réputé pour être un exemple de démocratie et de stabilité en Afrique de l'Ouest. Mais à l'heure des résultats favorables au président sortant Nana Akufo-Addo, son rival de toujours, l'ancien président John Mahama, conteste et crie à la fraude électorale dans un pays donc réputé pour sa tradition démocratique, dans une sous-région secouée encore cette année par des scrutins contestés, des scrutins violents comme en Côte d'Ivoire ou en Guinée. Alors, le Ghana est-elle encore un pays de tradition démocratique, une tradition démocratique peut-être surcotée? On en parle avec un homme politique togolais, Nicolas Lawson, qui nous fait l'honneur d'être au plateau aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Lawson. Bonjour. Vous êtes le président d'un parti politique d'opposition, le Parti du Renouveau de la Rédemption, PRR. Vous avez été déjà candidat à quelques élections présidentielles au Togo. Nous allons donc évoquer la situation politique du Ghana avec vous, le Ghana que vous connaissez très bien. Je sais que vous avez pratiquement un pied au Ghana, même en politique, vous avez des entrées. Dites-nous, qu'est-ce qui vous lie? Je peux même le mettre à l'imparfait. Qu'est-ce qui vous liait au Ghana? Oui, c'est-à-dire, il faut, bonjour aux auditeurs qui nous regardent. Et une partie du Ghana nous appartenait. Ce qu'on appelait le Togoland. Le Togo britannique, en Togo britannique. Et qui est devenu la Volta Region. Et ce sont nos grands-parents qui ont un peu œuvré. Et nos parents, pour que le Ghana puisse faire ce référendum qui était une sorte de plébiscite pour rattacher la Volta Region au Ghana. Le père de mon père était à Pédien, hein, et il voulait même devenir le roi de Pédien. Ça n'a pas marché. J'ai un oncle de ma mère qui était installé à Saviépé, qui avait au moins 3000 hectares de terrain et puis d'autres champs de cacao et café. Hein. Et donc, j'ai souvent été au Ghana depuis ma jeunesse, que ce soit à Pédien, Saviépé, Ho, tout ça là et tout. Et ce sont nos compatriotes un peu, tels que l'ancien président du CUT, le parti qui était soi-disant créé par Jécris Olympio et par Sylvanus Olympio. Mais c'était dirigé par Tamekle. Et c'est mon grand-père, Augustino de Souza, qui avait demandé à Tamekle de laisser la place à Sylvanus Olympio, qui était en prison à Djougou, au Dahomey, pour qu'il puisse être soutenu et devenir président et tout. Donc quand Tamekle s'est replié, il a favorisé aussi cette acquisition du Togoland ou de la Volta Region par le Ghana et tout. Donc j'allais voir mes grands-pères jusqu'à un âge comme quand j'avais 15 ans, 16 ans, avant que ces deux grands-pères aient quitté ce monde. Donc j'avais cet attachement-là. Mon propre grand frère, même père, même mère, a été enseignant au Ghana. Donc, j'allais le voir jusqu'à Sunyani là-bas, et puis jusqu'au nord, dans le Bolgatanga là-bas et tout. Donc, c'est un pays que je connaissais profondément et c'est un pays, j'étais attaché à ce pays. Mais comment cela se fait-il? Une parenthèse, je sais que vous avez des origines béninoises aussi, oui, alors que vos grands-parents se retrouvaient du côté de la Gold Coast. Ouais, bon, c'est ça qui fait que... Ça, vous n'êtes pas vous-même comme ça. C'est Dieu qui fait ça. Hein? Parce que vous avez quelle relation? C'est le père la mère de mon père. Elle était Clémencia de Souza à Singomé. Hein? Elle était l'une des filles de Tchacha. Francisco Félix Tchacha. Hein? J'étais à Singomé, j'ai fait mes études à Ouida, j'étais resté chez le général Paul-Émile de Souza, chef d'état-major, puis président de la République, là, au Dahomey. Donc, c'est ça mon parcours. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça a été comme ça, par le coup du destin et tout. Et étrangement, bon, mon père, dont le grand-père, était aussi là-bas. Après, Lokosa est mort là-bas, enterré là-bas et tout.
que je vais souvent sur sa tombe là-bas. Ah, et j'ai du travail à faire avant de quitter ce monde, en allant lui rendre ce qu'il demande et tout, par la grâce de Dieu. Donc, Autant dire que vous avez un destin politique, hein, vous qui avez côtoyé toutes ces grandes personnalités oui, je au l'ai placé pas, du je l'ai pas pouvoir, que fabriqué. ce soit au Bénin, au Togo, au Ghana. Alors. Au Ghana et même au Burkina. Ah bon? Je connaissais la Misana, Sangoulé. J'étais avec sa deuxième épouse, qui était l'une de mes grand-mères, quand j'étais enfant. C'est quand j'ai quitté Ouaga que je suis venu à Anego. J'ai connu Anego pour la première fois, comme ça, en tant que truc. Et puis après, je suis allé à Gbomé-Calavi, hein, chez le sous-préfet, hein, qui avait été un commis de mon père. Hein, donc c'était Tchakwe François à l'époque et tout. Donc mon parcours était un parcours comme ça, qui fait que j'ai été obligé moi-même de tracer d'où je venais, ma généalogie. Et je me suis trouvé des origines, par exemple, à Kpélé-Ilé. Hein? À Kpélé-Ilé. C'est la mère de mon grand-père qui était de Kpélé-Ilé. Hein? Mais la mère, hein, de la mère de ma mère, elle était d'où? Elle était Tchokossi. Hein? Et la mère de son père était Kabier et musulmane. C'est pour ça qu'on a donné un terrain à Tidjani, à Mensah Kandji, pour construire la mosquée, puisque Mensah Kandji appartenait à mon grand-père et tout. Donc voilà, au Ghana. Nicolas Lawson est multiculture alors. Oui. Et votre père, est-ce qu'il avait un talent de politique? Mon père a été le chef si d'Atiémé. Et c'est là où il a été tué par leur truc et tout. Et c'est ça qui fait d'ailleurs que moi-même après, je n'ai jamais abandonné cet aspect de la culture, de la tradition africaine. C'est-à-dire que tu dois savoir d'où tu viens, hein, et comment te protéger. Et surtout, si tu n'as pas un père ou une mère qui prennent soin de toi, comment tu te protèges? Pourquoi tu n'es pas accessible à tout le monde? Et j'avais vu qu'il y avait du fétichisme, des trucs comme ça et tout, un peu partout. Parlons seulement de quand j'étais à Mango, enfant. Quand j'étais à Gbomé-Calavi, jeune enfant et tout. Il y avait des sorcières et des sorciers tout autour. Et à Ouida, qu'est-ce qu'on en dit? Tu vois? Donc, tu es obligé de te protéger. Et en Afrique, Dieu nous a donné tellement de dons, tellement de choses, que je peux dire que dans ma génération, il n'y a pas beaucoup qui respectent cela. Hein? Quelle est la meilleure protection selon vous, de par votre expérience? Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Oui, ça dit qu'il faut avoir la foi en Dieu. C'est quoi Dieu? L'Éternel. Personne ne le connaît. Hein? Mais il y a une force qui est au-dessus de tout. Et quand on demandait à Mitterrand, dans ces derniers temps, et il devrait quitter le pouvoir, vous dites que vous ne croyez pas en Dieu. Alors vous croyez en quoi? Il a dit, à mon ange gardien. Donc c'est votre ange gardien qui vous a poussé jusqu'à devenir le chef de l'État français? Il dit oui. Il avait dit oui. Et le journaliste qui lui demande, mais monsieur le président, excusez-moi, vous êtes à la fin de votre mandat et à la fin vous allez disparaître. Quand vous allez mourir, toujours, excusez-moi, quand vous verrez Dieu, vous lui direz quoi alors? Il a dit, ah, alors là, je dirais, ah, Dieu, je sais que vous existez. Hein? Ce n'est pas différent de ce que saint Thomas a dit. Hein? Et il croit ce qu'il voit. C'est cela. Mais vous, quelle représentation avez-vous de Dieu? Je crois en Dieu parce que j'ai vu des miracles de Dieu. J'ai vu ma voiture sur la route, là, c'est des trucs, passer entre deux voitures, comme ça, sur 2 roues, au lieu de 4 roues. J'ai pris un avion, 2e classe à Lomé, je suis arrivé à Abidjan, et puis on me débarque, et puis après l'escale et tout, on refuse que je reprenne le même avion, et on me met dans un autre avion qui était un DC-10 tout blanc et tout, et j'ai été surclassé en classe affaires. Pourquoi pas? Et finalement, j'arrive à Rome, et je reviens pour partir à Paris. Je débarque en 1e classe. Je dis, mais c'est quelle histoire ça? Hein?
Et quand on arrive à Paris, l'avion ne va pas. L'avion s'est garé au milieu de trucs à Charles de Gaulle. Et je suis obligé de sortir. Je remercie les hôtesses. Je sors, j'étais le seul. Alors le type qui est venu avec le bus pour me chercher, il dit, mais monsieur, vous êtes seul? Je dis, c'est ce que je vois. C'est votre avion? Je ne sais pas si c'est mon avion. Hein? Alors, quand je suis rentré, je suis arrivé à la maison, j'ai trouvé ça étrange. Donc, quand je parle de Dieu, je ne parle pas de Dieu parce que je suis un charlatan ou... Le problème, ce n'est pas tant l'existence ou l'inexistence de Dieu. Oui. Tout dépend de quel rapport vous avez avec ce Dieu, comment vous l'adorez. Est-ce que c'est à travers... Ce sont ces miracles-là qui me disent qu'il y a une force surnaturelle au-dessus de tout. Et comment vous vous connectez à cette force? À travers d'autres dieux? Non, en priant. Je prie beaucoup. J'ai la Bible. Yassingbe Yadema, je ne sais pas ce qu'il avait motivé. Il était parti à Jérusalem et il m'a acheté une Bible de Jérusalem qu'il m'avait offerte. Hein? Et je me suis dit, mais si cet homme, on dit qu'il est tant mauvais, il est tout ça et tout, pourquoi il m'offre une Bible? Hein? S'il est mauvais ou non, vous devez le savoir. Il était votre ami, Nicolas Lançon. C'était mon ami. Et il m'a fait du mal aussi. Mais personne n'est parfait. Hein? C'était un homme. Alors, vous mettez ça en balance et vous voyez le mal et le bien. Hein? Et c'est là où j'ai tiré la conclusion qu'il n'y a que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui est seul éternel et qui est seul parfait. Mais quand vous allez plus loin et que vous demandez pourquoi il y a le mal, pourquoi il tolère le mal, pourquoi il y a ça? C'est parce qu'il nous a rendus mortels. Et il faut qu'on meure d'une façon ou d'une autre, qu'importe. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes plus de 7 milliards, presque 8 milliards dans le monde. S'il n'y avait pas la mort, vous voyez ce que cela serait. Ouais. Donc, pour refermer cette parenthèse, oui. Et revenir sur notre sujet, le Ghana, vous parlez de Dieu, vous parlez de la Bible, vous parlez de prière, mais je sais que vous êtes aussi traditionnaliste. Vous avez des valeurs traditionnalistes. Comment vous l'expliquez? Comment vous conciliez? Tout cela se tient. Tout cela se tient parce que il y a la vie, mais il y a aussi la mort. Vous comprenez? Et nos grands-parents, c'était leur tradition. Hein? Et pourtant, quand vous allez fouiller dans l'histoire, vous verrez que en Égypte, c'était nos parents. Hein? C'est les pharaons et tout. C'est eux qui avaient pris les Juifs comme des esclaves. Hein? C'était nos parents, c'était des Noirs en Égypte. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aujourd'hui, il y a comme un obscurantisme qui couvre le continent africain, et ce sont ces enfants les plus opportunistes, hein, les plus vicieux et tout, qui parviennent à émerger pour être les élites de nos États. Donc vous voulez dire que les religions endogènes traditionnelles sont compatibles avec ce que vous appelez christianisme? Non, le christianisme, c'est quoi? C'est-à-dire, vous verrez, tu vois, il y a le catholicisme, et puis il y a, comment il s'appelle, Calvin, et puis Martin Luther, qui étaient des évêques catholiques et tout, et qui se sont éloignés quand les catholiques continuaient à dire que Marie-Madeleine était une vierge, des histoires comme ça. Ils n'ont pas accepté, c'était au XVe siècle. Et c'est eux qui sont partis créer le protestantisme, le calvinisme et tout ça. Et vous verrez que dans ces églises-là, vous ne verrez pas le Christ sur la croix ou des choses comme ça et tout. Ils n'acceptent pas ça. Parce que au-delà du Christ qui a été mortel et qui a été crucifié, et après que, il paraît que c'est, comment il s'appelle, Marie-Madeleine qui a été la seule à le voir. Et j'ai les évangiles de Marie-Madeleine, j'ai les évangiles de Saint Thomas, j'ai les évangiles de Judas et tout ça là. Les gens n'ont pas ça. Et dans le Nouveau Testament qui a été rédigé 3 siècles après Jésus-Christ, il n'y a que 4. Hein? Il n'y a que 4 apôtres de Jésus qui sont mentionnés.
comprenez? Matthieu, Luc, Jean et autres. Donc pourquoi ils n'ont pas aussi publié les évangiles de saint Thomas ou de Judas? Judas qui s'est suicidé parce qu'il a estimé que c'est pas sa mission d'aller trahir le maître. Mais c'est le maître qui te dit, va, accomplis ta mission. L'heure a sonné, Judas, vas-y. Et c'est pour ça que Judas s'est suicidé. Et il a écrit ça dans son évangile. Pourquoi on ne met pas ça dans le Nouveau Testament que nous appelons la Bible? Mais au-delà du Nouveau Testament, il y a l'Ancien Testament. Quand j'étais à Jérusalem, j'ai acheté certains livres, parce qu'il y a 65 livres dans l'Ancien Testament et tout. Donc, au-delà de ce que nos petits pasteurs, nos petits trucs croient aujourd'hui et tout, il y a plus que ça. Et Jésus a dit, et c'est pour ça que j'aime bien Jésus-Christ, il a dit, cherchez, vous trouverez. Et en cherchant, on finit par trouver. Et c'est ça qui fait que vous pouvez croire que quelqu'un vous déteste, quelqu'un vous hait, ou ainsi de suite et tout, mais vous pouvez aussi devenir l'ami de cette personne à un moment cette ou à un personne autre. peut vous rendre service à travers Absolument. ce que vous percevez comme des inimitiés. Voilà. Bon, cela dit, vous avez de la matière aussi dans ce domaine. On va vous reconvoquer pour reparler de ces sujets. Revenons donc à nos moutons. Après cette parenthèse, je peux même l'appeler divagation utile, très utile, parce qu'on a reçu beaucoup d'informations là-dessus. Le Ghana, donc on en était à comprendre, à chercher à comprendre vos liens avec le Ghana. Et vous nous avez expliqué vos descendances, l'histoire de vos grands-parents qui avaient pied au Ghana, mais vous-même, vous avez fait du business et en politique, vous avez eu des expériences au Ghana. Oui, non, au-delà, aujourd'hui, vous savez, au Ghana, il y a, j'ai encore là, c'est un grand-oncle, il doit avoir 99 ou 100 ans maintenant, tu vois, et c'est son fils, Georges Lossol, qui est le député général secrétaire, c'est-à-dire le secrétaire général adjoint du NDC. Et sa sœur, chez qui je vais souvent à Noko et tout. Et en dehors de ça, j'avais une cousine, Joyce Tamekle, qui a fait aussi ici et tout. Et elle a été l'épouse du père de John Mahama. Elle lui a fait 3 enfants, 2 garçons et une fille. Ibrahim, Inoussa et Awa. On était tout le temps ensemble, on a vécu pratiquement ensemble. Tous les jours, si on ne se voyait pas, l'autre allait chercher l'autre, Joyce, malheureusement, et elle est décédée et tout. Donc John Mahama, vous l'avez côtoyé aussi, alors? On a mangé ensemble, on a vécu ensemble, on a dormi dans la même maison ensemble. John Mahama, et tout, quand il était ministre de la Communication de Jerry John Rawlings. Son frère, ou je peux dire son demi-frère, Ibrahim, il est l'un des hommes les plus riches du Ghana. Merchant Bank, tout ça lui appartient et tout. Quand vous allez à Cantonment, John vivait là-bas. Il adorait avant d'aller à Castle. Tu vois? Et John Mahama était un garçon bien aimé par Jerry John Rawlings. Et c'est lui qui l'a favorisé et a favorisé son ascension. Bon, malheureusement, là, Jerry John Rawlings n'est plus là aujourd'hui. On va revenir sur Jerry John Rawlings et son héritage. Voilà. Donc, c'est un peu dans ces trucs-là que j'ai un peu fait mon séjour au Ghana. Et quel rôle en politique vous avez joué au Ghana? Je sais que vous avez été même conseiller politique d'un ancien président. Oui, de John Agekun Kufuor. Et c'est la maman de Ibrahim et Mahama, c'est-à-dire la dernière femme du père de John Mahama, Joyce Tamekle, une femme extraordinaire. J'ai jamais vu une femme aussi redoutable et remarquable. Mais elle n'a pas été à l'école. Elle avait arrêté l'école à 16 ans. Elle a fait 3 enfants au père de John Mahama. C'est là où on se retrouvait. Elle était le ciment, presque, je dois dire, de nos relations et tout. Et c'est cette dame qui m'a permis de comprendre certaines choses. Elle était l'amie de la vice-présidente du NPP, Ama Bozia. Et l'amie
de la vice-présidente du NDC. Hein? Et les trois couchaient dans le même lit, NDC-NPP. Et je voyais autour de cette femme-là les gourous du NDC et du NPP. C'est comme ça que j'étais arrivé à frotter, hein, avec ma cervelle, avec celle de ces gens. Et en dehors de ça, l'ancien capitaine Kwasigan et autres qui avaient fait le coup avec Jerry John Rawlings, et bon, qui après est venu au NPP et tout ça, et on formait un étrange attelage où vous avez les gens du NDC et du NPP. Donc il n'y a plus de frontières finalement. Il n'y avait pas de frontières avec Joyce Tamekwe. S'il n'y a plus de frontières, s'il n'y a pas d'étanchéité, Ouais. est-ce que les partis politiques ont encore leur raison d'être? Parce que... Si vous voulez qu'on vienne à ça, je vais vous dire une chose. Vous voyez, les Américains ont dit démocrates et républicains. Et ça s'arrête là. Pourquoi? Parce que les pères fondateurs des États-Unis ont compris une chose. L'esprit partisan est un esprit destructeur. Ça ne construit pas. Hein? Ce sont les passions, hein, les excitations, les ambitions malsaines et autres qui s'expriment. Dans un pays où vous avez trop de partis, vous n'aurez jamais la paix. Et vous n'irez jamais vers le développement et vers la création et tout. Les gens utilisent toute leur énergie à se combattre, à se détruire, à faire de l'ostracisme et autres. C'est pour ça que l'Afrique ne marche pas. Et pourtant, en connaissance de cette cause, Oui. au-delà de la centaine de partis politiques, vous avez ajouté le vôtre, le PRM. J'ai le parti souvent au niveau de la expliqué aux Rédemption. gens, en faisant campagne, que ce n'est pas un parti politique. C'est un mouvement pour me permettre de m'exprimer et d'exister. C'est pas un parti. Vous politique. auriez pu le faire comme candidat indépendant, comme C'est ce que j'ai ce fut la été en première 2003. fois. Oui, mais c'est pourquoi tout. donc cette nécessité d'avoir un parti dans lequel... Non, c'est ma démarche là qui n'est pas en contradiction avec ce que je suis en train de vous dire. Mais après, bon, puisque j'ai créé ce mouvement qui pouvait rassembler des Togolais, et je leur disais, c'est sur la base d'un projet de société, d'une vision donnée. C'est-à-dire, le Togo ne peut pas se construire si les enfants de ce pays ne sont pas rassemblés, si les enfants de ce pays ne sont pas unis. Et c'est pour ça que j'avais suggéré à des gens comme Dramani et autres d'appeler le parti qu'ils veulent créer à nouveau, unir. Hein? Donc Mais c'est vous qui avez suggéré le nom. absolument. Ah bon? Les gens n'ont rien compris. Et les caciques du RPT, les gens les plus venimeux, tarés, ont continué à agir comme si c'était toujours, tu vois. Oui, mais si vous aviez pu suggérer un nom à Dramani que vous devez connaître, Ouais. pourquoi vous n'avez pas fait partie du... Non, il me l'avait proposé. Pourquoi J'aurais avez-vous pu. refusé? Non, Vous qui connaissez les vertus de l'union. Je connaissais les gens. Ils n'étaient pas seuls. J'étais avec certains qui sont là aujourd'hui et qui font leur petite carrière et leur petit truc et tout. Donc, je lui ai dit non. Hein? Aider le Fort Gnassingbé. C'est ça, c'est ce que vous voulez. Alors, donc sur le Ghana, Oui. vous étiez plutôt de tradition NDC, c'est-à-dire le parti de John Rawlings, on va le dire comme ça, pour faciliter la compréhension. Mais vous avez été propulsé conseiller de Akufo, je dis Akufo-Addo, John Kufuor, hein, qui John était Kufuor. plutôt du MPP. Ouais. Mais c'est ça, c'est pour ça que, vous savez, je fais toujours une fondation avant de construire mon mur. Qui m'a présenté à John Agyekum Kufuor? Hein? C'était Joyce Tamekwe. C'est elle qui m'a présenté à John Agyekum Kufuor. Elle a souhaité que j'amène John Kufuor voir Gnassingbé Yadema. Et j'ai amené John Agyekum Kufuor voir Gnassingbé Yadema. Pour lui dire que voilà le prochain président du Ghana. Il faut l'aider. Mais durant cette période, Gnassingbé Yadema aidait plutôt Akufo-Addo. Il était presque comme son second père. Il lui donnait tout, il lui favorisait tout. Il n'a pas voulu aider John Kufuor. Je lui ai dit, mais monsieur le président, si vous aidez Kufuor, vous aurez la paix au Togo. Vous n'aurez plus ces agressions, ces trucs-là et tout. Je me rappelle à l'époque, il y avait
Nachaba, Bito Kotipu, et Tidjani qui braillait et tout, disait, j'ai dit, mais vous savez quoi? Vous croyez quoi? Vous voulez quoi? Oui, mais Monsieur Lawson, est-ce que vous êtes sérieux Oui. en politique? Ouais. Vous étiez du NDC, très proche de Jerry John Rawlings. Non, non, non. Et comment pouvez-vous Ce que je suis en train amener... de vous expliquer, Oui, et vous verrez que c'est pour ça que beaucoup ne me comprennent pas. Oui. Je ne suis pas un partisan. Je ne suis pas un partisan. Je ne suis pas des camps, un camp contre un autre. Hein? Ce que je cherche, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est le bien de la communauté. donc c'est le rapprochement, la paix, l'amitié entre le Togo et le Ghana que vous recherchiez. C'est une nécessité absolue. Nous sommes des frères. En faisant la promotion, donc, à l'alternance après Jerry John Rawlings. Oui, parce que je savais, ou je croyais, que Gnassingbé Yadema, il avait combattu pour le rapprochement entre le Togo et le Ghana, et il voulait se servir du général Kotoka. Vous avez entendu parler? Et ils ont tué Kotoka. Parce que ceux qui étaient contre ça n'étaient pas d'accord. Kotoka était prêt à revoir le plébiscite qui avait eu le rattachement de Togo britannique ou Togoland ou Volta Region, voulait céder à Gnassingbé Yadema. Et ça a été un combat de Gnassingbé Yadema jusqu'à sa mort. Il a voulu récupérer cela. Ah bon? Il m'avait même chargé de convaincre John Agekun Kufuor. J'ai dit non, monsieur le président. Pour récupérer le Togo britannique? Absolument. C'était dans le projet de Gnassingbé Yadema. De Gnassingbé Yadema. Et je lui ai dit non, mais ce monsieur n'était pas... président. Ce n'est pas connu. Oui, les gens savent quoi. Les gens parlent, racontent n'importe quoi et tout. Hein? Mais Gnassingbé Yadema n'a jamais accepté cet état de choses. Et c'est pour ça qu'il aidait les uns et les autres au Ghana. Pour se battre, pour récupérer cela. Il voulait. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est une partie très riche dont on n'a pas encore entamé l'exploitation des ressources. Les réserves d'or notamment. Or, pétrole, bauxite, manganèse, il y a tout là-bas. Et puis les terres sont fertiles, en abondance et tout. Oui. Et ils n'ont rien fait encore. Une oui. Parenthèse encore, est-ce que le Togo britannique est encore récupérable? Absolument. Ce que j'ai dit à Gnassingbé Yadema, je dis, mais écoutez, monsieur le président, si vous voulez récupérer là-bas, vous faites quoi? Vous faites du Togo la Suisse de l'Afrique, comme vous le dites. Les salaires, les trucs, les libertés et tout ça, là, vous favorisez ça. Et c'est eux qui vont demander à rejoindre le Togo. Pas vous. Est-ce que le mouvement séparatiste qui émerge dans le Togoland, est-ce que vous pensez il peut amener à un rapprochement avec le Togo ou ça va devenir un autre État, un troisième État? Et eux, ils veulent que ça soit un État. Parce que quoi? Parce qu'ils ne veulent pas rejoindre le Togo, dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ils estiment qu'il n'y a pas de liberté ici, il y a du n'importe quoi, dictature et tout le reste, assassinat et tout ça. Pas de démocratie et tout. Donc c'est pour ça qu'ils disent qu'ils veulent en faire un État ou une nation indépendante. Mais si ces valeurs-là étaient promues ici au Togo, développées et tout, ils vont rejoindre. Les élites et les fils de la Volta Region vont rejoindre ici. Quand je discutais avec Rawlings, la seule chose qu'il a faite, c'est quoi? Il a promu un certain nombre de fils de la Volta Region au sommet de l'État et dans les institutions économiques et tout ça. Dans l'armée, à l'époque où j'étais là, il y avait le général Kafia, le brigadier général Bédéma, les colonels Moussou, tous. Quand vous allez à Borma Camp ou quand vous allez à 64 Bataillon, qui était l'armée privée de Jerry John Rawlings, c'était. Il leur avait donné ça. Alors, quand on allait discuter ou manger des trucs qu'on discutait, quand ils, des fois, s'énervaient contre Jerry John Rawlings, moi, je leur disais, on ne vous donne pas l'argent du beurre et le beurre et l'argent du beurre. Vous avez l'argent du beurre déjà. Rawlings vous a nommé, vous êtes des responsables. Les Abotu, tout ça a été les patrons des Ghana Supply Commission, ainsi de suite et tout.
Pourquoi vous n'allez pas développer la région d'où vous venez? Moi, quand je vais avec les petits vieux banques, les histoires comme ça et tout, les week-ends, ils vont retourner à Takouradi, à Sekondi et tout, et ils font leur petit plan entre les élites et tout ça. Ils se partagent ce qu'ils peuvent se donner, ainsi de suite. Et quand ils rentrent à Accra, à la fin du week-end, dans la semaine, chacun se bat. Quand il y a des appels d'offres, j'appelle ça tenda et tout, on essaye de pousser. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez les appels d'offres, les trucs, à des femmes à Chantilly. Et vos femmes là, qu'est-ce que vous leur donnez? Vous leur donnez rien. C'est pour ça que les femmes à Chantilly sont riches, les femmes sont riches et tout. Vos femmes sont là, à faux, et vous êtes satisfait de ça. C'est des clowns. Et on s'amusait, on se fait tout ça. Bon, moi, je leur disais ce que je pense. Et c'est pour ça que j'avais soutenu Kufuor. Tu vois? C'est à cause d'eux que j'avais soutenu Kufuor. Et on était des amis. On dormait dans les mêmes lits, on voyageait. Je suis allé lui chercher des aides et tout. Finalement, Gnassingbé Yadema l'a aidé. Hein? Entre les deux tours. Comprenez? Et on dit Ghana, démocratique, pas ceci, pas ça. Les gens ne connaissent pas tous les tenants et les aboutissants. Hein? Rollins a instauré une sorte de peur, hein, et de respect de certains principes et de certaines valeurs dans ce pays. Parce que quand Rollins était venu pour la deuxième fois au Ghana, en 81, oui, les gens se mettaient en rang pour aller acheter des cons pour manger. Hein? Les Ghanéens sont devenus de bons bricoleurs parce qu'il n'y avait plus de pièces détachées. Mais pour comprendre cette histoire ghanéenne, on va résumer un peu les choses. Oui. L'indépendance dans les années 57, Oui. c'est un des premiers pays en Afrique en Afrique de l'Ouest à accéder à l'indépendance, avec, comment on va dire, Kwame Nkrumah, qui a passé quelques années à la tête du Ghana. Il a mené une politique très dure, politique d'austérité. Mais comment se fait-il qu'il n'a pas pu asseoir une certaine stabilité au Ghana, si bien qu'à partir de 1966, il s'est ouverte une ère d'instabilité avec une série de coups d'État au Ghana jusqu'en 81, où Jerry John Rawlings est revenu au pouvoir après un premier coup d'État qui a renversé justement, le père de Nana Akufo-Addo justement. Alors, pourquoi Kwame Nkrumah n'a pas réussi à construire un État stable? Sadjifo, c'est quoi? C'était un personnage extrêmement intelligent. Hein? Très intelligent, Kwame Nkrumah. Et quand il était venu au pouvoir, il avait compris très vite qu'il lui fallait un pouvoir fort pour pouvoir y arriver. Et très vite, il est devenu un tyran. Hein? Tyran. Et quand sur le plan politique, est-ce qu'il était très fort? Plutôt sur le plan économique, il avait mené une politique d'austérité. Non. Kwame Nkrumah était un bonhomme très intelligent, très brillant. Et il avait beaucoup voyagé, non seulement en Angleterre, mais également aux États-Unis et tout. C'était le pendant de Sylvanus Olympio au Togo, qui avait pratiquement la même culture politique et économique aussi. Non. C'est deux choses totalement différentes. Sylvanus Olympio était très cultivé aussi. Oui, c'est ce que les gens disent. Quand vous êtes intelligent, il y a une différence entre avoir des diplômes, connaître des trucs et tout, et être tout simplement intelligent, brillant. Sylvanus Olympio n'était pas brillant? Non. Parce que qu'est-ce qui vous pourquoi fait dire? D'abord, qui est parti le chercher à Djougou? Il était en prison à Djougou. C'est Augustino de Souza qui a fait qu'il était rendu. Son père, El Pidjo, Olympio, quand il avait instauré, c'était un esclavagiste qui vendait nos grands-parents en esclaves. Et il était à Guédranfort. Et il a voulu sortir avec une dame, l'a couché avec, et ça s'est dégénéré. Et il avait été chassé d'à Guédranfort. Il s'est retiré à Goué. Hein? Quand le grand-père, Augustin de Souza, était parti le voir pour lui dire, aidons le mouvement d'indépendance au Togo, finançons ça, aidons ça, pour qu'après, quand ce sont nos gars qui viennent au pouvoir, nous puissions poursuivre nos activités et ne pas être poursuivis. Il avait refusé. Son père, El Pidjo. Mais c'est Augustin de Souza qui l'a fait venir.
Et quand il était venu et tout ça, et il a demandé à Tamekwe de quitter le CUT pour que lui devienne président du CUT pour être mis sur orbite pour devenir président du Togo. Ah, Tamekwe a accepté, hein, comme ils sont de Keta là et tout, il s'est retiré. Et ce sont eux qui ont aidé Kwame Nkrumah à récupérer la Volta Regine et tout, avec moi-même, mon propre grand-père. Qui vous parlez Maternel. de qui? Vous parlez de Et Tamekwe parce qu'il était aigri d'avoir été évincé Absolument. par Sylvanus Olympio? Absolument. Comprenez? Absolument. Et quand Olympio maintenant a sorti ses griffes, ceux qui se sont battus pour qu'il soit là en plus et tout, qui ont été jusqu'à l'ONU, tels que le gars de Fro-Jardin, là, Santos. Les gens disent, ah, c'est Sylvanus Olympio qui doit être lui qui dit d'accord. Maintenant, les Français lui proposent d'être le président. Le gars dit non. Et Chloré. C'est Sylvanus Olympio ou rien. Tu vois? Quand vous avez des gens comme ça, qui se sont battus pour vous, il l'a emprisonné ensuite. Vous l'emprisonnez. Et vous lui mettez des chaînes aux pieds en prison. Quel était le problème entre lui et Anani Santos? Non, le gars n'aimait aucune contradiction. Le gars n'aimait pas qu'on se sente ou qu'on soit plus intelligent que lui. Et c'est comme ça qu'il a fait la débandade autour de lui. Alors, il fait quoi? Tu refuses aux gens qui reviennent d'Algérie qu'ils créent une armée que tu n'en veux pas. Et il y a une gendarmerie. Et tu laisses des Français à la tête de cette gendarmerie. Les Mézri, les métayers et tout. Tu les laisses là. Et c'est eux qui assurent la sécurité dans le pays. Et toi, maintenant, le grand savant pontife et tout, ah, tu vas fabriquer de la monnaie en Allemagne. Et comme tu as vu le Sadjefo, comme Nkrumah a fait au Ghana, ah, toi aussi tu mets ton effigie sur ta monnaie et tu crées ça. Alors, Sylvanus Olympio était sur la monnaie oui, qui était frappée? Absolument. Alors, l'ordre a été donné de l'éliminer. Et ce sont eux qui l'ont tué en 1963. Tu comprends? Oui, mais comment voulez-vous? Vous êtes quand même le premier à dire, à contester, hein, comment on va dire, les talents politiques et intellectuels de Sylvanus Olympio. Je ne conteste pas son intelligence, soi-disant, ou son talent. C'est-à-dire, la politique, c'est quoi? Hein? C'est la capacité de faire des compromis. Hein, la politique. Tu es obligé de faire des compromis et d'arranger les angles, d'arrondir les angles, comme on dit et tout. Et tu dois faire attention que ceux qui peuvent t'aider et tout, et qui ne sont pas des bénis, oui, master, yes, master, non, qui ne sont pas comme ça, tu dois aussi leur laisser une place. Et c'est ce que Mitterrand avait compris, et il avait finalement nommé Michel Rocard, hein, Premier ministre, alors que c'était son pire ennemi en ce moment-là. Donc, il arrive des moments dans la vie des hommes où il doit faire des compromis. Si tu refuses de faire des compromis, c'est là où tu compliques la tâche et tu crées les ennemis. Et d'où vient donc cette popularité de Sylvanus Olympio qui a traversé le temps et l'histoire dans la tête de beaucoup de Togolais aujourd'hui? Quel temps et quel truc et tout. Mais le gars qui demandait aux femmes d'aligner leur paille par terre, il marchait dessus. Tu vois? Hein? C'est parce qu'il était populaire, il avait un certain charisme. Qu'est-ce que tu appelais populaire? Pourquoi quand il était mort, il n'a rien eu dans ce pays? Les gens qui ne comprennent rien, qui ne savent rien, pas le disent. Tu vois? Ils ont abêti les gens, crétinisé des gens, et pour dire que l'autre là, c'est un Tchadien, il comprend rien, il est arrivé qu'au C1, il est patati patata. Donc pour vous mettre ça dans la tête, voilà, on vous dit qu'il y avait un génie. Quand tu es un génie, tu es contre la France, tu vas fabriquer ta monnaie et tout, et tu n'as pas une armée pour te protéger et tout, et tu confies ta gendarmerie, la sécurité du pays à des Français. Et tu veux faire quoi? Oui, sans problème, vous comprenez? Moi, je ne ferais pas ça. Mais est-ce que je suis plus intelligent que lui? Après coup, je dirais oui. Comprends? Mais quand tu as tes compatriotes qui sont là, qui peuvent te protéger et tout, et ils te protègent, ah oui, maintenant tu vas oser pour aller défier la France. Tu comprends?
pour fabriquer aussi ta monnaie comme le Sadjefo faisait au Ghana et comme Sékou Touré faisait en Guinée et tout. Parce que là, tu as la protection dont tu as besoin. Mais après, quand tu te sauves, comme dirait l'autre, et tu vas grimper le mur de l'ambassade pour aller te cacher dans une voiture et on te dit, on vient te tuer, on te traîne dans la rue. Et puis maintenant, on dit aux officiers togolais de dire que c'est eux qui l'ont tué. Ils disent non, c'est pas nous. On ne veut pas entendre ça. Pas du tout et tout. Ah oui, le petit Kabier, il dit, mais nous sommes rentrés, nous voulons des militaires. Et vous refusez, on fait les trucs comme ça et tout. Maintenant, bon, vous cherchez des gens pour faire... Si vous êtes d'accord... Endosser. Oui, pour endosser ça. Alors vous nous donnez des galons et vous nous donnez de l'argent un peu. Alors là, on est d'accord. Hein? C'est comme ça qu'ils ont négocié. Hein? Et après, on leur a dit, bon, d'aller chercher Gruniski. Ils sont partis à Cotonou voir Maga. Et Gruniski, vous allez me protéger, oui. Et les autres disent, bon, tu vas mettre Meachi comme ton vice-président. Tu es d'accord? Il dit oui. On amène Gruniski. Et il vient, il est en conflit avec Meachi, matin, midi, soir et tout. Ce qui a amené donc rapidement un nouveau coup d'État en 1967. Mais donc, si comme Nkrumah, comme vous dites, était différent, était plus futé que Sylvanus Olympio, pourquoi lui n'a pas réussi à asseoir? Non, le Sadjefo, c'est-à-dire, il était superbement intelligent. Et ça aussi, c'est des fois un défaut. Quand vous êtes trop intelligent et que vous avez fini par croire que tous ceux qui vous entourent peuvent être... tu vois, vos laquais et tout, c'est là aussi que vous commettez des erreurs. Hein? Dans cette vie, dans ce monde, on dit chez nous, allodé, clone, allodé, allodé, clone, allodé. C'est comme ça. Comme Nkrumah était devenu si, hein, et intelligent, si truc et tout, que au dernier moment, il n'a pas vu qu'il était en train de créer aussi son propre tombeau. Tu vois? Et comme ça, suffisant et tout, il prend l'avion pour partir en Chine et les officiers se rebellent derrière, avec Kotoka, devant et tout. Et ils l'ont. Et il est revenu jusqu'à Accra. Il voulait atterrir. On dit, si tu atterris, on bombarde ton avion et tout. Dis au pilote, si vous tombez, vous êtes mort. Les couleurs disent à Kwame Nkrumah, mais quoi? On ne va pas s'écraser. Et finalement, bon, il appelle le truc, la tour de contrôle, et on lui dit non. Les gens disent, si tu atterris, ils sont là. L'armée ghanéenne est là. Le Kotoka et le truc, ils sont là. Voilà. Et Kwame Nkrumah a été obligé de se replier sur la Guinée-Conakry. C'est comme ça qu'il a vécu chez Sékou Touré jusqu'à sa mort. De 66 à 79, les militaires n'ont pas réussi à stabiliser le pays non plus, jusqu'au coup d'État de Jerry John Rawlings, qui a remis le pouvoir démocratiquement à Liman, qui n'a pas su faire quand même un bon boulot non plus, au point que Jerry John Rawlings soit revenu en 81. Alors, le personnage, qui était-il, Jerry John Rawlings? Qu'est-ce qui lui a donné ce charisme pour pouvoir construire le Ghana finalement? C'est un personnage qui a une conviction mais extraordinaire. You hear what I'm telling you. You hear? You hear me? You know what I'm saying? C'est-à-dire qu'il avait une intuition extraordinaire et un sens très développé. Je dirais une intuition de ce qu'il lui semble être le bien. Fils d'un négrier aussi, non? Oui. À la limite, les gens racontent beaucoup de choses. Sa maman, qui était domestique avec ce négrier. Oui, sa maman couchait avec, soi-disant, tu vois, deux Occidentaux. Moi, j'ai vu sa maman à Théma. J'ai vécu dans la même maison avec elle et tout. Belle femme, tu vois. Et elle avait des problèmes aussi. Donc, Jerry John Rawlings était né, et il semblerait qu'entre les deux hommes qui... Quels deux hommes? Il y avait John et Rawlings. L'autre, c'était Jones. C'est pourquoi il s'appelle Jerry John Rawlings. Yeah? Jerry John Rawlings. Il y a un qui s'appelait John, Mr. John, et Mr. Rawlings. Ils étaient les amis de
de sa mère. Tu vois. Et lui, bon, très tôt, bon, il a voulu être, il a été, tu vois, à Chimota Business School, and then. Il est devenu capitaine, tu vois. Vous l'avez côtoyé, vous l'avez connu, il vous connaît? La première fois où j'ai rencontré Jerry John Rawlings, c'était dans la délégation togolaise qu'il a rencontré pendant la transition avec les Kofigo et autres. Hein. Et quand Kofigo a parlé, il fait comme ça, yo, Amefia, yo, comment il s'appelle là, l'autre là. Et puis il dit, yo, il dit, Mr. President, we came here. We want to know how you manage to take this country from the gutter and make it what it is today. Il est sauté. It's what I want to hear. You hear him. Donc, vous lui avez dit que vous étiez venu pour s'inspirer de sa manière de comment gouverner il a pour pouvoir sorti, faire émerger le Togo aussi. Hein. Un pays de trucs, quoi. De gotha, comme on dit chez nous ici, les trucs. Des caniveaux, de la merde, pour reprendre l'expression de Donald Trump. Voilà, pour en faire ce que... Parce que avant que le gars ne vienne au pouvoir, les gens se mettaient en rang, même pour acheter les combles là. Dont vous parlez. Tu vois. Moi, quand j'étais revenu de la Suisse en 78, et j'ai quitté le Togo pour aller à Accra, à l'hôtel. Ils ont pris, tu vois, un œuf, ils ont mis de la farine de maïs et ils ont fait ça fouetté pour me faire, tu vois, mon omelette. Il n'y avait même pas de bière ni de Coca-Cola. C'est l'hôtel qui est là aujourd'hui, splendide, tu vois, et tout. Et à l'époque, c'était tout. Donc, le Ghana avait traversé une période trouble, hein? Très difficile, pénible. Là. Et c'est ça qui fait que quand Rawlings était venu, et les gens disaient let the blood flow, laissez le sang couler pour que ce pays retrouve une certaine normalité. Et les Ghanéens sont devenus de grands bricoleurs après, parce qu'ils avaient manqué. Quand tu manques de quelque chose, quand par exemple Jerry John Rawlings, quand il allait à l'école et tout, il rentrait vendredi et tout. On va reparler de cet épisode de Jerry John Rawlings, mais là, on va marquer une pause pour une nouvelle édition de journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la suite de New World Forum. OK.